Alors, nous avons un invité dans ce studio. Il s'agit bien sûr de Massé Malon, un grand chroniqueur des événements culturels et même politiques, qui connaît un certain nombre de choses en ce qui concerne la marche des CPI. Il est également écrivain, il est cinéaste. Alors Massé Malon, bon après-midi. Bon après-midi Lazare Zambo. C'est vrai que je n'ai pas coutume de parler des affaires qui sont politisées, parce que la politique et moi, véritablement en attendant que peut-être je naisse de nouveau dans un univers de mécréants, la politique et moi, ça ne fait pas bon ménage. Et donc, je solliciterais qu'on parle beaucoup plus de Charles Ateba Yéné comme un homme intègre, un homme digne, un homme de culture, et véritablement un homme plein d'ascèse. Parce que l'amener dans les tréfonds et les bas-fonds de la politique, c'est véritablement ternir son image. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une politisation sévère d'un monsieur qui n'a travaillé que pour le compte de la société civile. Et donc, il a contribué à redonner de la dignité là où des gens ont travaillé pour vassaliser, banaliser et réduire à l'indigence la qualité de l'homme. Et parler d'un monsieur comme celui-là, je ne saurais d'entrée de jeu prendre la parole sans lui rendre un grand hommage. Pourquoi lui rendre cet hommage? Nous avons eu certainement des crépages de sillons sur les antennes de radio et on a tout fait de les bloquer quelquefois parce qu'on discutait de l'œuvre de l'homme. Maintenant, quand il faut parler de l'homme lui-même, il faut dire que c'est un homme qui avait une dimension triptyque. Il a réussi à allier bonheur, peur et honneur. Je vais expliquer ça aux auditeurs pour qu'ils comprennent simplement qui était véritablement Charles Ateba Yéné. C'est l'une de ces rares personnes qui, de son vivant, a réussi à définir son bonheur à lui, contrairement à toute une république qui trouve le bonheur dans ce que j'appellerais l'indigence mentale et physique. Des gens au quotidien s'habillent en veste et cravate, trouvent que c'est très bien pour leur vie. Des gens au quotidien roulent en grosse berline dans un état qui est présenté comme pauvre et très endetté. Les gens au quotidien habitent les grandes maisons dans une république où il manque de logements pour jeunes. Et donc, dans cet univers-là, Charles Ateba Yéné a trouvé son bonheur à lui. Son bonheur à lui, c'était lequel? C'était d'écrire et de lire. Et chez nous, on estime que écrire et lire, c'est une faute lourde. Je crois qu'il faut avoir un certain niveau d'élévation mentale et intellectuelle pour pouvoir épouser la vie telle que l'a épousé Charles Ateba Yéné. Réduire sa vie à la lecture et à l'écriture. Est-ce une honte dans cette république d'être un homme de lettres? Est-ce ridicule d'être écrivain dans cette république? Il me semble que non, parce qu'il y a plein d'écrivains bien évidemment, et heureusement que Dieu nous permet à travers l'histoire de reconnaître qu'il y a des célèbres écrivains dans ce pays qui ont transformé même l'histoire de la République, allant même jusqu'au sommet. Je prends seulement le cas de Guillaume Yonombia, qui avec les 3 prétendants, un mari, a réussi à faire signer un décret dans cette République qui permet aux femmes aujourd'hui d'être héritières chez elles, dans leur famille. Et donc, Charles Ateba Yéné s'inscrit dans cette logique-là. Il a trouvé son bonheur, sa passion. Ce n'était pas du caviar et du champagne, c'était véritablement ce que j'appellerais ici le beignet haricot. Donc, monsieur, tout le monde, on se délectait de l'écouter parce que à travers son propos, sa verve, on sentait les pulsations sociales de la vie au quotidien. Contrairement à ce discours vaseux et creux qu'on retrouve tant au niveau de l'opposition qu'au niveau du parti au pouvoir, qui contribue tout simplement à rendre indigent et tous les jours un peuple qui a soif de connaissance. Charles Ateba Yéné, à travers sa façon, sa signature de son bonheur, a transmis son bonheur aux autres. Oui, et il savait si bien le partager. Oui, Massé Malon, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas parler de la légende du coiffeur mal coiffé? Maintenant qu'il est mort, c'est un désordre que certains veulent organiser en ce qui concerne ses obsèques. Je vous rappelle tout simplement que l'hommage ne l'est pas fini. Je répondrai à cette question, je la note tout de suite. Comprenez que j'ai un stylo, habit et un papier. Parce que ça, dans la pratique de notre métier, et Charles était de ceux-là qui, dans tous leurs studios, dans tous leurs passages dans les radios, avaient toujours un stylo et un papier. Il faut respecter cela. Je crois que les jeunes doivent suivre des repères, les vrais. Pas ceux-là qu'on nous présente aujourd'hui, qui passent le temps à nous pomper l'air. Je dis bien pomper l'air, parce que l'avenir du pays, ce n'est pas ça. Ça sert à quoi de construire un château, hein, un château qu'on n'habite pas du côté de je ne sais pas quoi, au Djalaba, alors qu'il y a une crise de logement à Yaoundé. Et quand on réussit avec l'argent du pays, l'argent du contribuable camerounais, de construire quelques logements, imaginez à qui on remet encore tous ces logements sociaux.
on les remet aux gens qui sont fonctionnaires et qui ont de l'argent et assez d'argent. Je ne vais pas citer ce corps de métier pour éviter d'autres querelles à la dimension Charles Ateba, mais c'est ça la vérité. Ce monsieur a su créer ce qu'on appelle son bonheur et il a su le partager. Ce n'est pas donné. Deuxième élément, la peur. Il se trouve que la peur est instrumentalisée au quotidien par les hommes politiques pour véritablement gagner du terrain sur le plan politique. Et cette peur-là fait que les Camerounais n'arrivent pas, pour certains, à avoir le courage d'assumer leurs opinions. Et depuis, en passant, ce que vous dites, depuis le décès de Charles Ateba Yéné, il y a certains leaders d'opinion, certains jeunes leaders d'opinion, qui étaient sur les traces de Charles Ateba Yéné, qui ont choisi de se retirer en se disant non, si Charles est mort, ça pourrait être leur tour. Il ne faut pas avoir le lendemain peur. En réalisation audiovisuelle, c'est un cours que l'on reçoit à l'école. Il y a un cours de psychologie. On nous présente l'être humain en 2 dimensions. La première dimension, c'est le cerveau reptilien. La deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle le cortex. Parce que, pour ceux qui ont lu un peu Darwin, l'être humain est quelqu'un qui vient des êtres rampants, c'est-à-dire que du serpent, en d'autres termes. Et donc, le serpent, c'est un animal qui est très beau. Vous n'avez qu'à voir sa parure. Il arrive quelquefois que vous alliez le caresser, mais tout simplement parce qu'il a peur. Il est mu par des instincts reptiliens, à savoir la reproduction, la famine et la peur du lendemain. Il réagit tout de suite en vous mordant alors que vous n'avez pas l'intention de lui faire du mal. Et il ne faut pas que notre société devienne une société reptilienne. Parce que ces fonctions-là empêchent que l'être humain puisse évoluer sur le plan mental et donc contrôler et maîtriser ce que j'appellerais ici des instincts. C'est pourquoi facilement on se retrouve avec des individus prêts à utiliser la machette contre leur propre fait parce que la peur de l'autre, la peur de tout, la peur de la vie, la peur de ce qu'on va manger demain, la peur de ce qu'on va devenir demain. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est pourquoi l'être suprême, le créateur de l'humanité, a permis à l'individu d'avoir le cortex, donc cette partie intelligente-là, qui vous permet d'équilibrer vos fantasmes et de les maîtriser. Il y a un jeune artiste, il y a un jeune artiste musicien qu'on entendait beaucoup ces derniers temps dans les médias et qui s'est retiré tout simplement parce que il veut voir plus clair sur la mort d'Ateba Yéné. Vous faites allusion à Parole Sostène. Oui, Parole Sostène. Je suis au courant. Qu'on n'entend plus beaucoup ou qu'on n'entend plus du tout. Ça veut dire que voilà des gens qui n'ont pas la conviction de leur combat. Ils n'assument pas leurs idées, c'est dommage. Quand on n'est né pas pour une famille. Faut qu'on parle sérieusement là. On n'est pas pour une famille. On est dans une communauté. Sinon, pourquoi être en contact avec les autres? Si on essaie uniquement pour sa famille propre, on resterait dans le ventre de maman. Mais à partir du moment où on sort de ce ventre et qu'on se retrouve dans une société, et c'est pourquoi les philosophes disent généralement, l'être humain c'est un être extra. Il est fait pour autrui, pour les autres. Il est fait pour servir autrui. Vous n'existez que parce que l'autre sent l'impact de votre travail. Est-ce que cette société même ne pense pas à nous protéger? Moi, il me souvient que directement après l'annonce du décès de Charles Ateba Yéné, il y a de nombreuses personnes... J'espère qu'on parle toujours de la peur. Là. Tout à fait, il y a de nombreuses personnes d'ailleurs qui m'appelaient, justement pour me dire, bon Lazare, écoute, Charles est mort, j'ai reçu des courriels, tu dois te méfier, j'ai reçu des mails, tu dois désormais rester très prudent. Tout à fait, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des coups de fil, j'ai reçu des SMS. Je crois que tout cela, c'est pour fragiliser cette avancée notoire vers ce que j'appelais un leadership d'opinion. Une société ne change que par des hommes qui pensent. Dans toutes les républiques au monde, on vous le dira. La politique n'est pas tombée à bride abattue. Ce qui est à l'origine de la politique, ce sont des penseurs. Je commence par Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Je passe par Montesquieu de la République. Aujourd'hui, les hommes politiques se vantent et nous narguent partout en donnant l'impression qu'ils ont inventé l'art de discuter en démocratie. Mais non, ça existe depuis sur les écrits. Et je crois que tout ce que Mongo Betty a dit dans ce pays, je commence par son fameux ouvrage, sur même base sur le Cameroun, un fameux ouvrage qui a été interdit mais qui est lu. Il faut que les hommes politiques le sachent. Cet ouvrage est lu. On connaît les réalités de la République. Je pense à Jean-Marc Ella, l'ami des pauvres, qui a parlé de l'Afrique des pauvres, dont l'expression revient généralement dans les discours des hommes d'État au Cameroun. Je me souviens d'un discours qui a eu lieu au niveau de l'aéroport international de Simalène, lorsqu'on recevait le pape Jean-Paul II, l'expression « l'Afrique des pauvres » a été prononcée dans ce discours. C'est un groupe de mots créé par Jacques Makela, un philosophe, un penseur. On ne change pas un pays
avec des individus simplement. On change avec un pays, avec des hommes qui ont une intelligence. Et donc, cette intelligence, ce contexte, permet de transcender la peur, à savoir les instincts reptiliens, et d'avancer. La société camerounaise est obligée d'avancer. On ne peut pas l'arrêter. Elle est obligée d'avancer. Avant Charles Ateba Yene, il y a eu plein de personnes qui ont pensé. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Bombo Borbasson qui a créé une théorie qui est plus populaire que vos hommes politiques. La théorie de la complexité qui fait le tour du monde et qui est en train de battre en brèche ce qu'on appelait le cartésianisme. Le saviez-vous? C'est une réalité. Le monde évolue avec des idées. Et grâce à cette théorie-là, le Cameroun est en train de se hisser au panthéon des États qui pensent. Parce que le monde se pense, le monde ne se projette pas dans l'avenir, dans les bas-fonds de ce que j'appellerais les villas cossues, les Mercedes et les belles femmes. Non, on projette l'avenir avec des idées. Charles Ateba avait les idées. Et autre chose fondamentale, parce qu'on a aussi le deuxième point, la peur. Pourquoi est-ce que cette peur-là, Charles Ateba a réussi à la combattre? Il disait d'ailleurs, je n'ai pas peur. Tout à fait. Même dans ce contexte où on est convaincu que Charles, véritablement, sa vie était menacée, il a fait confiance aux hôpitaux d'État. Des endroits où certainement seraient placées des personnes mal intentionnées. Il a fait confiance à toutes ces personnes. Comme pour leur dire, je ne vous déteste pas et je n'ai pas peur de vous. Comme vous avez choisi comme métier, que ma vie soit entre vos mains, je vais vous donner ma vie et je verrai ce que vous allez faire. Il n'a eu peur de rien. Et j'invite les Camerounais à ne pas avoir peur de leur pays, à ne pas avoir peur de leurs voisins. Aussi méchants soient-ils, à ne avoir peur de personne. La seule chose dont vous devez avoir peur, quelquefois, et je pense, ça doit être vos convictions quand vous ne les maîtrisez plus. Et à ce niveau, Charles Ateba avait la pleine mesure de ses convictions, il n'avait pas peur. Toujours par rapport à la peur, toutes les personnes qui entrent dans l'histoire, ce sont des personnes qui ont réussi à vaincre leur peur. Il me souvient, une fois, on m'a donné la possibilité de réaliser un pamphlet devant un grand ministre de la République et cela m'avait touché énormément de savoir qu'un ministre de la République voulait que je fasse un discours devant lui. Je suis allé chez moi tout en larmes et un message m'est venu du fond du cœur. Et ce message me disait, il faut vaincre ta peur pour devenir la fierté d'une nation. Et mon pamphlet ce jour-là avait pour titre, vaincre la peur et devenir la fierté d'une nation. Charles Ateba était en avance sur tout le monde, je vous dis. Il était en avance sur tout le monde. Il a réussi à démontrer que pour avoir la fierté de la nation, il faut vaincre cette peur-là. Et cette peur, vous allez être surpris quand je vais vous citer des exemples de gens qui entrent dans l'histoire. Prenons le cas, tout simplement, de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vénéré, pourquoi? Parce qu'il a réussi à vaincre sa peur à Golgotha. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir, il a vaincu sa peur. Prenons le cas de Gandhi, apôtre de la non-violence. Il a réussi à vaincre sa peur, et ceux qui l'ont tué étaient certainement à côté de lui. Il les voyait, et il leur a dit, vous n'allez pas me pousser à faire violence à mes convictions, tout simplement parce que vous allez me faire violence vous. Il est resté serein, il a vaincu sa peur. Il est entré dans l'histoire. Prenons le cas du Cameroun. Je vais peut-être passer comme ça en revue quelques leaders historiques. Vous allez prendre quelqu'un comme Ignobe. Pourquoi c'est un repère? Vous avez beau le dénier n'importe comment, vous allez beau le régner, le rejeter. Allez en Pays-Bas, allez même dans certaines contrées de l'Afrique, on va vous dire qu'il est déifié parce qu'il a réussi à vaincre cette peur. Ernest Wandi, pareil. Tous ces grands noms qui entrent dans l'histoire réussissent à vaincre cette peur. Cessez d'avoir peur. Nelson Mandela, c'est une référence en Afrique du Sud parce qu'il a réussi à vaincre cette peur. Et Nelson Mandela d'ailleurs l'avait dit, hein. Tout à fait. Il lui arrivait d'avoir peur, mais sauf que il a réussi. Il a réussi à vaincre la peur. À vaincre la peur. Qu'on ne pense pas que Lumumba, même chose. Il a réussi à vaincre sa peur. Il a même poussé cette victoire à un niveau où il était plus qu'un politique, il était presque devenu un philosophe. Je me souviens, un de ces passages, c'est Lumumba qui disait, la main qui donne, la main qui dirige. Et la réalité aujourd'hui, elle est celle-là. On est à un carrefour où les gens veulent nous donner l'impression qu'on est pauvre et on nous démontre par voie des médias, des statistiques qu'on ne peut pas prouver qu'on est pauvre. Nous acceptons d'être pauvres pour aller prendre un argent qui n'existe que sur du papier. Un papier. Que vaut le papier devant les ressources minières? Que vaut cette feuille-là qu'on appelle argent? Nous avions le troc à l'époque. Est-ce que les Africains ne vivaient pas avec ce FMI qui nous envahit? Il ne faut pas avoir peur de dénoncer cela. On n'a pas besoin de ce papier pour vivre à Yaoundé. Je suis cultivateur, je cultive les arachides. Je suis en partenariat avec quelqu'un à l'ouest qui cultive le haricot. On échange nos denrées et la vie continue.
Pourquoi avoir cette fixation sur quelques petits papiers sur lesquels on a mis de l'encre et qu'on nous vend à prix d'or? Moi, je crois qu'il faut avoir le courage de dénoncer cela. La vraie peur, donc, a été créée par l'Occident. Et cette peur-là, c'est cet argent qu'on a mis en face de tout le monde comme un voile ténébreux qui nous empêche de voir la réalité. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec certains penseurs qui disent que cette peur s'est transformée désormais en terrorisme et s'est transformée également en immigration. Donc on leur a renvoyé cette peur. Et cette peur fait qu'ils sont devenus plus guerriers, plus pugnaces. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, que Charles Ateba a mené, on semble croire que c'était un combat au sein de l'UDPS. Mais c'était un combat universel. Les peuples se battent pour leurs droits. Les peuples se battent pour leurs droits. N'ayez pas peur de vous battre pour vos droits. Donc, grosso modo, ceux qui entrent dans l'histoire, ce sont des gens qui ont réussi à vaincre leur peur. J'invite les Camerounais à vaincre cette peur et à construire le pays dans la fierté. On refait l'actu, c'est sur Sky One l'honneur, peut-être, oui. Peut-être après la pause que vous voulez m'imposer, on reviendra sur l'honneur. C'est fondamental. J'ai dit que je devais rendre hommage à Charles Ateba Aîné en une version triptyque. On a commencé par le bonheur, on est passé par la peur, il faut bien qu'on parle d'honneur. C'est quoi l'honneur? L'honneur chez nous, c'est que tu as la baisse, la cravate, tu lances l'argent aux gens, les gens courent. Non! Le farotage, le farotage. On en a assez de ce type d'honneur. Il faut apprendre à être les hommes d'honneur. Quelle est votre contribution à la construction de la patrie? Qu'est-ce qu'on dira de vous demain? Combien de ministres sont décédés dans cette république dont on n'a plus jamais parlé? Mais le seul mérite qu'ils ont eu et le seul exploit qu'ils ont réalisé, c'est que les enfants se discutent leurs biens et pire encore, on déterre de l'argent dans leur jardin. Voilà le seul mérite de ces gens-là. Voilà leur seul exploit. Ateba Aîné, évidemment, c'était un homme d'honneur. Vous n'entendrez pas parler de ces cochonneries autour de sa personne. Bien que dans ce que j'appellerais la boulimie politivore, on est en train de vouloir dévorer cet honneur-là, cet honneur de ces grands hommes. Il faut être les hommes d'honneur. Il y a un film où il y a Kubangoudi Junor, je crois c'est Ridley Scott qui l'a réalisé. On regarde simplement les films américains, quelquefois on oublie qu'il y a une très grande morale derrière. Vous vous souvenez, les hommes d'honneur? Les hommes d'honneur. Vous voyez, il faut avoir cette fierté-là. Cette fierté. Quand on est un combattant, un vrai, on sait conserver sa dignité. Donc Charles Ateba Aîné était de cela. Il était tellement fier de sa personne, il avait une grande fierté de sa personne, à tel point que rien ne pouvait l'arrêter sans qu'il ne donne ce que j'appellerais le signal. Il a donné ce signal. Un ministre dit quand même qu'il était insolent vis-à-vis de notamment Grégoire Ona. Il était insolent vis-à-vis des C'est vrai que certaines personnes peuvent se permettre certaines sorties médiatiques après sa mort, mais je leur fais le défi de pouvoir tenir les mêmes propos du vivant de Charles Ateba Aîné. Certainement qu'on aurait non seulement vu les dessous, mais les enjeux des dessous de ces personnes. Je n'entre pas dans les détails, mais Charles Ateba Aîné était un peu plus clair à ce sujet. D'ailleurs, tous les médias ne font que relayer les informations par rapport à tout ce qu'il disait. Et donc, au niveau de l'honneur, il faut donner à nos enfants le sens de l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur d'un être humain? C'est que vous devez être relevé au rang de la dignité. Et la dignité de l'homme passe par quoi? Ce n'est pas par les bas instincts. Ce n'est pas par ce que j'appellerais ici les lugubricités qu'on nous présente au quotidien. On a sacralisé l'individu qui ne mérite pas de l'aide. Dans une société qui pourtant est fabriquée pour ne pas être une société immorale. Chez nous, ce sont les femmes qui sont au top des tops. Chez nous, ce sont les danseuses de rue, pour ne pas dire des prostituées, qui sont devenues des vedettes dans des chaînes de télévision nationales, publiques. Il faut le préciser. Je crois que l'honneur, c'est quelque chose de très important dans une société. Il faut être capable de marcher dans la rue et être fier de ce que l'on est. Charles Ateba Aîné avait même si on n'a pas de beaux costumes, même si on n'a pas de beaux costumes, même si on n'a pas de grosses voitures. Je me souviens de cette chanson Harry Tchengele, avec ce bonhomme qui mangeait son tapioca et qui était fier de manger ce tapioca. Moi, je consomme des beignets avec la bouillie et même dans la rue au quotidien. J'ai pas honte de cela. Je suis fier de consommer des beignets avec la bouillie. J'en ai consommé avec Eno Meyomese. J'en ai consommé avec Mbombo Borbasson. J'en consomme avec beaucoup d'autres intellectuels de cette république. Même Monon Diana, il n'a pas honte de tout cela. Pourquoi les gens ont honte de manger les beignets haricots, de boire la bouillie? Est-ce que lorsqu'ils sont nés, on a dessiné le caviar et le champagne sur leur tête? On retrouve quand même ces beignets aujourd'hui, les buffets VIP.
Yaya du buffet VIP. Vous savez, les réalités finissent par les rattraper. Et c'est ça. Et c'est ça, justement, le travail abattu par les intellectuels. Les intellectuels réussissent à transformer l'immoralité et à donner un sens hautement poussé à l'être, en ramenant à ce que j'appellerais à des sentiments plus nobles ces personnes-là qui étaient égarées. Charles Ateba a transformé plus d'un. Il a créé une mutation sociale. Quand il a dénoncé le management des opacités, et encore que pour créer ce type de locution, il faut être trop élevé. Citez-moi un seul homme politique capable de tenir un discours de la dimension de Charles Ateba et de trouver une formule aussi sobre que celle-là, le management de l'opacité. Aujourd'hui, on a une société telle que la Sociladra. Vous savez bien que c'est une danseuse qui est devenue PCA là-bas, par les conditions que l'on connaît. Vous savez également que c'est une société qui n'a pas de compte bancaire à l'heure actuelle. Tous les comptes sont scellés. Mais comment un PCA d'une telle structure a réussi à devenir maire RDPC? C'est ça la réalité. C'est ce que dénonçait Charles Ateba Yene. Et c'est la vérité. Et comme lui-même l'a dit, la vérité c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, cette dame-là devrait avoir honte. C'est le seul directeur général ou PCA de cette république qui gère une société qui n'a pas de compte bancaire. Mais cette personne est devenue maire RDPC. On revient à vous, Massé. Le chef de l'État dire que résultat de ce qui a été construit au ministère de la Culture. Parce que quand vous regardez même les combinaisons, les danseurs sont affiliés à la Sociladra, c'est-à-dire la Société des écrivains. Quelle relation y a-t-il entre l'écrivain et le danseur? C'est pour ça que vous l'appelez qui Mbalmeka peut devenir président de la Société des écrivains. Elle se targue d'avoir écrit des livres, mais elle était déjà présidente. On a amené tous les danseurs, tous les chantres, tous les comédiens pour venir la voter. C'est ce qui s'est passé à la CNPS. J'appelle ça la tricherie. J'appelle ça la tricherie. Il y a des sociétés de droits d'auteur où on n'envisage pas les élections. Chez Oteo là-bas, moi je ne sais pas si un jour quelqu'un d'autre sera... on ne peut pas gérer un pays comme ça. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Je disais encore Charles Ateba Yene des regrettés mémoires dont on entend encore les obsèques. Les plateaux des débats, télévision, radio, on retrouvait Charles Ateba Yene. Quelqu'un qui avait choisi un créneau. Il fallait parler aux gens, les amener à comprendre beaucoup de choses. Vous savez, le drame chez nous, c'est qu'on a beaucoup d'intellectuels, mais très peu ont cette ouverture d'esprit d'anticiper sur les événements. On a des intellectuels parce qu'on a décrété qu'ils sont intellectuels. Parce que quelqu'un est allé quelque part, a signé un document, a dit que vous êtes docteur, et donc tout le monde dit que vous êtes intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas que ce papier que l'on donne là. Un intellectuel, c'est plus important que cela. Parce que comme le dit généralement Bombo Bogbasson, vous pouvez être répétiteur de la science des Blancs, mais ça ne fait pas de vous un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a de la consistance, de la personnalité, de la présence. Et à travers lui, on est capable de palper une opinion propre, un caractère propre de tous ces intellectuels-là, lequel était capable de créer une théorie à la dimension de Charles Ateba Yene appelée le management de l'opacité. Aucun, je dis bien aucun, parce que tous ont les yeux fermés, tous n'ont Dieu que pour leur promotion, leurs avancées au niveau des universités. D'ailleurs, tous deviennent politiciens plus tard. C'est le drame de nos intellectuels. Alors, et donc, un intellectuel, vrai comme Charles Ateba Yene, choisissait les tribunes idoines pour rappeler aux gens ce que c'est véritablement. Massé Malon, je dois dire que certains ont dit que Ateba Yene est mort, mais il n'est pas mort. On parlera toujours de Charles Ateba Yene. Il est rentré à jamais dans l'histoire. On y peut. Oui, qu'on le veut ou non. Mais je connais des hommes politiques. Mais l'actualité, c'est l'organisation de ces obsèques tout de même, qui mérite, au vu de sa dimension, qui mérite des obsèques quand même dignes de ce nom. Tout à fait. Malon. Le premier élément qui me choque, c'est que ces hommes politiques qui, évidemment, n'ont Dieu que pour leur pouvoir et pour leurs intérêts, comment ils ont réussi et par quelle alchimie ils ont réussi à récupérer quelque chose qui ne leur appartient pas. Je rappelle que Charles Ateba Yene est coordonnateur du club éthique, dont je suis membre. Tout à fait. Prenons cet auditeur. Allô, bon après-midi. Bon après-midi d'abord. Je vous appelle comment? Difort. Vous avez la parole. Bon après-midi à Massé Malon. Bon après-midi. On a la preuve par mille que Charles Ateba Yene n'est pas mort.
on se dirait qu'on écoute encore Charles Ateba Yéné à travers Malon. Merci beaucoup. Merci, Massé Malon. Et vous le dites tellement bien, ces intellectuels décrétés, ils ont une seule conclusion. Comme l'a dit monsieur tel, comme l'a dit madame tel, nous allons en droite ligne d'eux. Ils ont une seule conclusion. Et je dis, Charles Ateba Yéné n'est pas mort. On a la preuve parmi eux. Le combat continue. Merci, je reviendrai. Voilà. Le code d'accès, c'est le 22 11 27 98. Alors, la dimension de l'homme, il faut également des obsèques à sa dimension, Massé Malon. Vous savez, les grands hommes, généralement, n'accordent pas d'importance aux parures, aux artifices. Et ces artifices sont tellement indigents qu'ils deviennent des artifices de l'inconscience, de l'incontinence et même de l'insouciance. Vous comprenez? Il y a des gens tellement insouciants qui ne lisent pas que ce monsieur était en train de projeter un avenir pour ce pays. Il y a des gens tellement inconscients qui ne comprennent pas que Charles n'était pas seulement une conscience individuelle, mais il était devenu une conscience nationale. La preuve, c'est que le seul média d'État qui dévore tous les autres médias, vous savez que c'est le média le seul subventionné, il n'ose même pas en parler. Vous parlez de la CRTV. On prend cet auditeur. Bon après-midi. Bon après-midi. Ah, il est parti. Charles ils attendent sûrement que les ordres viennent d'en haut. Une conscience ils attendent nationale. sûrement que les ordres viennent d'en haut. Et on ne peut pas changer cela. Et je prends souvent l'exemple d'un pamphlet. C'est celui de Victor Hugo. Vous savez, Victor Hugo, dans les châtiments, s'adressant à Napoléon de Bonaparte. Victor Hugo disait vous allez nous le dire. De son vivant, Charles, et ça a été vérifié, il a perdu père et mère, frères et sœurs. On a même trouvé qu'il mourait dans la famille de manière précoce. Il est resté avec un certain nombre d'orphelins, savoir les orphelins de ses frères et sœurs. Et par la suite, en 2009, il a également perdu son épouse, n'est-ce pas, qui jouait le rôle de mère poule, hein, n'est-ce pas, auprès de ses orphelins. Et peut-être, c'est pas par hasard que Charles disait que si jamais il lui arrivait de mourir, que ce soit son ami, le professeur Messanga Yamdi, qui vienne organiser ses obsèques. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que Charles Ateba Yéné avait une grande famille. Mais connaissant le franc-parler d'Ateba Yéné, où était cette famille? Ateba Yéné nous aurait parlé de cette famille. Évidemment. Puisque vous voulez qu'on entre sur la question, permettez-moi de chuter sur le développement que j'avais avant. Les auditeurs risqueraient de croire que nous sommes très désordonnés et que nous sommes indigents mentalement comme les autres. Et donc, dans mon propos, je voulais démontrer que Charles Ateba Yéné ne peut pas mourir. Et il se trouve que je prenais l'exemple de Victor Hugo, qui avait été chassé de la France, parce que ses opinions étaient trop sévères à l'encontre du régime en place de Napoléon Bonaparte. Il s'est réfugié en Belgique. Et en 1853, il sort un ouvrage qui s'appelle Les Châtiments. C'était pour châtier, qui pouvait imaginer, c'était pour châtier Napoléon Bonaparte. Et il y a un extrait qui m'a marqué, parce que, et c'est là que j'ai compris qu'un écrivain, c'est vraiment un penseur, c'est quelqu'un qui anticipe sur beaucoup de choses. Et Victor Hugo disait ceci: sur les races qui se transforment, sombres orages, elles planeront, elles mis à la place des âmes des martyrs. Et si ceux qui vivent s'endorment, ceux qui sont morts s'éveilleront. Et généralement, je fais une colle à tout le monde. Est-ce qu'on enseigne les Oumyobé dans l'histoire du Cameroun? Non. Est-ce qu'on enseigne les NS Wandje? Non. Est-ce qu'on enseigne tous ces grands leaders historiques-là? Les gens ont honte même de mettre ces livres au programme. Mais que se passe sur le terrain? Faites un tour à Itambafia, prononcez le nom de Oumyobé ou de NS Wandje ou de Lumumba. Les gens vont sauter de joie. Même les enfants de 2 ans connaissent le nom. Charles Ateba Yéné entre dans la même logique. Vous comprenez? Même dans 100 ans, son nom sera cité. Et je vous en conjure, tel que la République est en train d'évoluer, le Cameroun est une république de penseurs, de chercheurs, d'intellectuels. Nonobstant tout ce qu'on veut nous imposer là, des histoires bizarres qui transforment les vies des gens en lambeaux. Le Cameroun, c'est un pays de penseurs. On ne peut pas changer cette zone. Sa mémoire, à jamais, restera ancrée dans nos têtes.